Cette vidéo lecture manga se consacre exclusivement aux publications Delcourt et Tonkam. Vous allez comprendre, elle fait bien évidemment suite à ma lettre ouverte, c'est normal que je fasse une vidéo sur son catalogue. Donc, générique. J'ai lu Mother Sarah en intégralité, donc du tome 1 au tome 11 des éditions Delcourt. Je crois que j'ai fait pas mal d'envieux depuis que j'ai acquis cette licence, et ce à juste titre, et je comprends très bien pourquoi. Nous avons le droit à une collaboration de Katsuhiro Otomo pour le scénario et de Takumi Nagezu pour le dessin. Alors, si le dessinateur ne vous parle pas, là tout de suite, là maintenant comme ça, c'est tout de même le mangaka qui a dessiné le cheminot. Donc niveau expression dans les visages, c'est subtil, il sait y faire avec les émotions, et l'air de rien, il est facile de se laisser aller à penser que c'est dessiné par Otomo lui-même, car il y a pas mal de similitudes dans le style que le dessinateur donne à l'œuvre. Alors parfois le découpage peut donner une impression surannée, mais en vrai je soupçonne lourdement le lettrage d'être la cause de ce sentiment, de cette sensation. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le lettrage semble évoluer au fil des tomes, alors que dans le premier, on a clairement l'impression de lire une bande dessinée. Et ce n'est pas que dû au grand format cartonné. Je vous épargne le blabla sur les onomatopées, c'est à l'ancienne, directement traduit à la dure, et croyez-moi, ça vous sort du récit lorsque vous lisez Badaboom. Oui, Badaboom, l'explosion. Mais ce que j'ai vraiment trouvé dingue, mais vraiment dingue, ce sont les colorisations. J'ai rarement vu une telle qualité graphique, esthétique, une telle valeur ajoutée au dessin avec une mise en couleur, du moins dans le manga. C'est simple, je rêve de cette licence éditée en full color comme ça. Alors, il y a peut-être Tayu Matsumoto dans le genre colorisation qui est très très bon. Alors clairement, il est temps de remettre cette série au goût du jour, de la rééditer, déjà parce qu'il y a la demande et parce qu'elle le mérite. Mais attention, l'air de rien, on s'adresse toujours à Delcourt Tonkam. Du moins, si Delcourt détient toujours les droits, et ça, rien n'est moins sûr, je verrais bien Glénat les avoir déjà rachetés aux ayants droit japonais. On verra bien. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je m'attarde sur le récit de Mother Sarah, sachant qu'aujourd'hui il reste très pénible de se procurer la série dans son intégralité. Mais pour ceux que ça intéresse, nous sommes dans un monde post-apocalyptique où l'homme s'est réfugié dans l'espace à cause des conflits nucléaires. Seulement, des tensions ont également eu lieu dans les colonies entre Mother Earth, donc c'est un peu les pro-mère nature, et Époque, ceux qui ne veulent rien renier en fait de l'histoire de l'homme. Au point que les deux fractions se déclarent la guerre et obligent les hommes à regagner la Terre. Donc une terre aride et désertique, théâtre de nombreuses violences. C'est dans cette situation de catastrophe que Sarah, donc mère de famille de 4 enfants, est séparée d'eux et qu'elle tentera de les retrouver sur Terre, même après plusieurs années. Le premier tome est vraiment une introduction à l'univers et une présentation du personnage de Sarah et de son compagnon de voyage. En soi, rien de fou. On peut même craindre que le récit va se contenter de faire visiter des villes à Sarah et de résoudre des histoires annexes avant de retrouver ses enfants. C'est vraiment au tome 2 qu'on ressent la profondeur du récit. Ça blague pas, ça peut toucher des sujets sensibles et clairement ça répond à mes attentes suffisamment pour que je lise tout, d'autant plus que c'est le genre de lecture qui se lit assez vite. Il y a 11 tomes dans cette version française, 7 en version originale, vivement la réédition, et je vais donner la note de 18 sur 20 parce que l'air de rien, le récit nous réserve de belles surprises. Il peut être dur dans ses propos, pas juste violent, bien qu'il le soit. Il y a de quoi se projeter, enfin s'identifier à la place de Sarah, et rien que ça, c'est bien fait. Sans parler des batailles armées, du délire Mad Max et de la science-fiction. Voilà, j'hésite presque à la revendre avant qu'ils annoncent une réédition, mais non, je la garde. J'ai lu Rin tome 1 à 12 de Harold Sakushi. Beaucoup ne jurent que par Bakuman, comme le shonen référence du manga qui porte sur les mangaka, et plus récemment que par Hitman, comme le nouveau shonen référence du manga qui porte sur les éditeurs de manga. Entre-temps, il y a eu Rin.
qu'il faut croire, est sorti dans une certaine indifférence, ce qui est assez étrange lorsqu'on connaît le succès de son auteur avec le manga Beck. Il a quand même été un petit phénomène et encore aujourd'hui, certaines personnes cherchent à acquérir la série qui n'est plus commercialisée, certes, mais qui a tout de même de fortes chances de réapparaître très prochainement et pourquoi pas dans une version de luxe. Après, je suis étonné du manque de notoriété de Rin, mais je suis également quelqu'un qui est passé à côté jusqu'au 12e tome sur les 14 de prévus. J'ai testé les 2 premiers tomes et clairement je n'ai pas pu me retenir, j'ai trop adoré ma lecture. À la différence des titres que je vous ai cités plus tôt, nous avons affaire à un seinen qui traite du métier de mangaka et c'est aujourd'hui carrément plus mon délire. Mais c'est surtout ce que j'ai reproché à Hitman de ne pas être. Alors, ce qui est fort avec cet auteur, ce mangaka, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire de la promo de sa série Beck en faisant écouter le titre Human Fly de Beck à notre jeune héros. Non, on est clairement dans un spin-off de la série Beck, on est dans le même monde. Ce n'est pas juste de la pub qui pop par-ci par-là, comme peut le faire Hiroya Oku dans ses séries en mettant des posters de Gantz par exemple. À la lecture des tomes, on comprend que le récit se déroule dans le même monde et le petit truc est que je trouve ça très bien amené. Alors, ça aurait pu tout gâcher, mais vraiment c'est très bien amené. Car en plus, il y a un petit côté fantastique assez génial. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas apprécié Beck, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse aimer lire un manga qui traite de musique qu'on n'entend pas. Ok, ça peut arriver, chacun ses goûts, bien que c'est de passer à côté d'une série qui est bien plus que ça. C'est l'histoire d'un groupe, d'une aventure humaine qui nous fait voyager dans le monde underground du rock japonais et de la musique japonaise, du rock. Et ce jusqu'aux USA. Mais ok. Alors, si vous avez aimé Beck, vous allez adorer Rin. Tout simplement parce que c'est mon cas et que j'adore l'ambiance, j'adore l'atmosphère si authentique que nous propose le mangaka à chacune des œuvres que j'ai citées. Donc, ça y est, je suis à jour et maintenant, je dois patienter tant bien que mal la sortie des 2 derniers tomes à venir. Un calvaire. Non, je déconne, mais voilà, je suis clairement addict et j'ai envie de lire d'autres titres du mangaka dont je suis passé à côté comme Seven Shakespeare par exemple, bien que ce ne soit également plus commercialisé. Sérieux, si je devais quand même donner une note, ce serait un bon 18 sur 20 parce que j'aimerais que la série ne s'arrête pas avant 34 ou 37 tomes comme pour Beck, mais en vrai, ça va. 14 tomes, ça semble prendre une très bonne direction, puis ça fera moins peur aux potentiels lecteurs. Voilà, il est juste dommage que ce soit Delcourt Tonkam qui les publie car le tome 9 est déjà plus dispo. Bah ouais, je m'acharne, me direz-vous, mais il faut bien qu'ils entendent le ras-le-bol. On parle d'une série en cours avec un tome en rupture. C'est si prévisible. Bon, j'ai eu de la chance de le trouver en occasion un peu moins cher qu'en neuf, mais ouais, je crois que j'ai eu de la chance. Et qu'on se le dise, c'est clairement pas vendeur. Ça donne pas envie de commencer la série lorsque tu sais qu'il manque un tome. Sinon, j'ai lu Innocente Rouge, tome 3 à 7 de Shinichi Sakamoto. Quelle série incroyable, double page sur double page, et lorsque les chansons marchent dans la même direction, ça c'est fort. Mais le plus fort, c'est qu'on se rapproche de la prise de la Bastille, à grands pas. Le peuple commence à remettre en cause l'autorité du roi, à savoir que les hommes sont tous égaux, commence à prendre son sens premier. Alors, je comptais lire toute la série avant de faire cette vidéo, mais on va se garder ça pour une prochaine fois. Ce Shinichi Sakamoto est vraiment incroyable. Il y a de quoi féliciter le documentaliste et ses recherches historiques pour agrémenter le récit. Je n'étais pas et je ne suis pas un expert de cette période, mais comme vous, j'ai eu des cours d'histoire dessus. J'en apprends des belles. Et ça me donnerait presque envie de m'y plonger plus sérieusement. Après tout, c'est notre histoire de France et sa révolution aura laissé des traces dans l'histoire des peuples. Voilà, donc c'est romancé comme il faut, à en démêler le vrai du faux, quoi. Vraiment, j'adore. C'est du 18 sur 20, parce qu'il ne manque que les émotions. Voilà. Il ne manque que les émotions qui font que ça prenne les tripes pour avoir un vrai 19 sur 20. Mais vraiment, c'est une série que j'adore et que je conseille fortement.
J'ai lu Je voudrais être tué par une lycéenne de Usamaru Furuya, donc le tome 1 et 2, l'intégrale. Alors, le mangaka, je le connaissais déjà à travers l'Ichi Ikari Club, que j'avais particulièrement apprécié dans son genre. Bon, il me reste encore à lire les préquels Notre Ikari Club, et je vous avoue que sur ma palle, il reste encore la musique de Marie. Mais après ma lecture de Je voudrais être tué par une lycéenne, elle ne va plus y rester très longtemps. Voilà, je m'attendais à un truc assez barré, et franchement, j'ai retrouvé la touche du mangaka, mais je m'attendais pas à ça. Voilà, je vous le dis, le récit m'a révélé pas mal de surprises, et j'ai adoré le traitement des personnages. De bout en bout, et ce jusqu'à la dernière page, j'ai été gâté. On parle bien d'un mec qui tente de mettre en scène son suicide, et ce en devenant professeur et en se rapprochant d'une lycéenne en particulier. J'ai trouvé ça impeccable, et j'ai rarement trouvé aussi attachant un malade mental. Voilà. Je lui donne la note de 17 sur 20, et vivement la lecture prochaine de La musique de Marie. J'ai également lu Ji-Oh de Junji Ito. Alors, j'entends pas mal d'entre vous ne pas avoir apprécié plus que ça Ji-Oh, voire avoir déchanté à une première lecture de Junji Ito. Mais pour ma part, j'étais à fond dedans, quoi. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Alors, je ne l'avais pas lu lors de sa première édition parce que le délire des poissons tueurs ne me vendait pas du rêve, ça il faut que je vous l'avoue. Puis pour tout vous dire, en lisant Tomie et Spirale, j'avais eu ma dose à l'époque. Voilà. C'est pourquoi je n'avais pas insisté sur ses autres œuvres. Mais à l'occasion de sa réédition en édition Prestige, j'ai pas été déçu et loin de là. Je lui trouve un charme fou, moi, j'aime bien le délire. Alors oui, l'histoire courte de la faille est vraiment cool, surtout que c'est la taille d'un chapitre. Mais Ji-Oh, c'était bon et je lui donne volontiers la note de 17 sur 20 pour l'intégrale. Voilà. J'ai également lu du même auteur, donc le tome 1, La déchéance d'un homme. Je n'ai pas encore lu le roman No Longer Man, mais ça ne serait tardé. Voilà. Je n'avais pas lu l'autre adaptation en manga, Je ne suis pas un homme de Usamaru Furuya, ce qui ne serait pas trop tardé non plus. D'autant plus que la maison d'édition Imo a annoncé une prochaine réédition de ce titre, d'abord édité en grand format chez Casterman, qui aujourd'hui n'est plus commercialisé. Donc je découvre ce titre sans aucun a priori, ne connaissant ni le roman ni l'autre adaptation. Alors, et je le découvre à travers les dessins de Junji Ito, ce qui en soi est loin de me déplaire. Voilà, j'ai été agréablement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai été happé par ma lecture. D'ailleurs, je vois très bien Usamaru Furuya traiter une histoire comme celle-ci. Surtout après avoir lu Je ne voudrais pas être tué par une lycéenne. En attendant, je profite du style de Junji Ito qui, comme à son habitude, déforme les faciès de ses personnages via la folie et la perversion. Et cette fatigue presque maladive marquée par des cernes et un visage qui se creuse de page en page, c'est clairement du Junji Ito. Ce n'est pas que la déchéance d'un homme, mais bien tout ce qui entoure et touche à cet homme qui devient inévitablement tragique. Vous le comprenez, j'adore ce premier tome, j'attends avec impatience la suite, et le seul bémol que j'ai envers cette édition, c'est son format poche. Alors, il entre sûrement dans une autre collection, mais c'est tout de même dommage qu'il n'y ait pas le même format que Spirale et Ji-Oh, et je parle de sa hauteur en fait. Lorsque, comme moi, on aime classer ses mangas par hauteur, voilà, tout de suite ça fait un peu tâche. Après, niveau qualité, ce format poche fait très bien le boulot, avec une cover très originale dans sa texture et tout. On voit bien que niveau couverture, ça s'inspire de Ki-On pour nous proposer des textures différentes, et c'est à saluer. Voilà, je lui donne la note provisoire de 17 sur 20, en attendant le tome 2. Dans un style différent, j'ai lu Search and Destroy, donc le tome 1 de Atsushi Kaneko. Alors, voilà une adaptation assez réussie de Dororo, un des titres inachevés de Tezuka, dont le tome 1 est sorti durant la même période en édition Prestige. Alors, je ne suis pas un grand fan du style graphique de Kaneko, je lui reconnais un talent fou, je reconnais le talent du mangaka, mais je suis assez hermétique à son flow. Voilà. Ce qui n'empêche pas que j'ai bien apprécié l'univers futuriste qu'il propose sur ce titre. Et c'est intéressant, mais je pense qu'avant de lire le tome 2 à sa sortie, j'aurais pris le temps de lire Wet Moon, donc j'ai les 3 tomes, afin de me décider si je continue par exemple Desco, dont j'ai lu le premier tome, et si je commence Soil, voilà, toujours du même auteur bien sûr.
Alors, je le répète, ma lecture a été agréable, la proposition est intéressante, beaucoup adorent, ce n'est pas encore mon cas. Voilà, à voir si j'adhère à l'avenir, mais ça vaut clairement, actuellement pour moi, un 16 sur 20. Voilà. J'ai également lu Ayako, le tome 1 de Kubo Collin. Alors, j'ai été tenté, et je vous avoue, j'ai eu l'occasion de le feuilleter, et je me suis dit non. Non, ça a l'air de trop dénaturer l'œuvre originale. Mais quand même, après Search and Destroy, je me dis que c'est peut-être une autre adaptation réussie, certes plus moderne, de l'œuvre de Tezuka. Et puis je me suis laissé avoir parce que ces dessins qui sont clairement marqués hentai sont de très bonne qualité. Mais voilà qui est très convenu, je trouve le trait peut-être un peu trop raide en fin de compte. Enfin voilà, c'est pas très fluide tout ça. Après, ce que je pense vraiment, c'est qu'il ne faut pas avoir lu le Ayako de Osamu Tezuka. Que ce soit pour l'intrigue qui nique tout, ou que ce soit pour les effets dramatiques et le découpage qui nous transporte de case en case, assez stylisé, tout ça vers une tragédie inévitable. Voilà, là-dessus, Osamu Tezuka a tellement bien géré le truc. Alors, je suis désolé, on voit les clins d'œil, l'intention est bonne, et peut-être qu'elle fonctionne avec un nouveau public, mais clairement pas avec ceux qui ont déjà découvert Ayako auparavant. Enfin, c'est ce que je pense. Je donne la note de 14 sur 20. Pour les références et le côté un peu hentai des dessins de qualité, mais qui hélas ne fonctionne pas. C'était un pari et pour moi, il est perdu. Voilà, ce sera tout pour mes lectures manga des éditions Delcourt Tonkam. Prochainement, j'ai lu énormément ces derniers temps, donc j'aurai de quoi vous faire de nombreuses vidéos. Soyez patients, en ce moment j'ai tellement de choses à faire. Bon, j'avoue, je me suis mis à Dragon Quest, je vais faire une Togashi. Mais je le fais avec mon gosse, voilà, donc voilà. Hein, vous comprenez, il y a des priorités dans la vie. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt en vérité. Ciao!